Commençons par le rayon philosophie. Comme chacun sait, la philosophie traite de concepts. D'aucuns disent même que la philosophie consiste à créer des concepts. Les concepts sont des idées générales, exprimées par des mots. Ils nous permettent d'identifier les choses. On accède à la connaissance d'une chose en lui appliquant un concept. Les concepts sont universels et les choses sont particulières. C'est pourquoi, lorsque l'on applique un concept à une chose, on dit que cette chose particulière a un caractère universel. En d'autres termes, on prête à cette chose une qualité qu'elle n'a pas. On rend aussi cette chose équivalente à, et donc potentiellement interchangeable avec, toute autre chose à laquelle un concept universel s'applique. Comme on ne peut penser qu'à l'aide de concepts, il s'agit d'une injustice élémentaire inhérente à notre pensée. Par exemple, je peux prendre une chose sur l'étagère de la bibliothèque et l'identifier comme un livre. Ainsi, je la distingue de toutes les choses qui ne sont pas des livres. Mais ce faisant, je rends ce livre en particulier équivalent à tout autre livre. S'il s'agissait de la seule affirmation vraie concernant cet objet, l'extraire de la bibliothèque ne vaudrait pas mieux qu'extraire tout autre livre. Il existe une plaisanterie à propos de policiers qui réfléchissent ensemble à un cadeau d'anniversaire pour un de leurs collègues. « Offrons-lui un livre », propose l'un des policiers. « Non », rétorque l'autre. « Je suis allé chez lui et il en a déjà un. » La pensée conceptuelle comprend les choses de la même manière que les deux policiers de la blague perçoivent les livres. Toutefois, cela n'apparaît pas comme intrinsèquement faux. Après tout, nous avons besoin de la police pour maintenir l'ordre. La pensée conceptuelle fonctionne d'une manière similaire pour notre propre compréhension. Une personne flânant entre les régions d'une bibliothèque, appelons-la X, peut répondre à la question « Qui suis-je » en affirmant « Je suis un lecteur ». Cette réponse différencie X de toutes les choses au monde qui ne sont pas des lecteurs, comme les étagères ou les livres. Mais en même temps, cela rend X équivalent ou équivalente à tout autre lecteur. Si cette équivalence constituait la seule vérité à propos de X, alors il ou elle pourrait s'épargner l'effort d'aller à la bibliothèque. Quiconque pourrait lire le livre à sa place. De fait, X n'a même pas besoin d'exister, car le concept de lecteur ne requiert aucun lecteur en particulier pour être pertinent. La logique d'équivalence fait davantage que priver X de son existence. Elle lui fait représenter toute autre personne définie par le même concept. Identifier une personne en tant que lecteur sous-entend que cette personne est lettrée, avide de savoir et intelligente. Mais aussi, en tant que lecteur abonné à une bibliothèque, n'importe qui peut être soupçonné si des livres sont volés, perdus ou détériorés. Ne nous étonnons pas qu'X ne soit pas heureux ou heureuse à l'idée d'être interchangeable avec tout autre lecteur. Il ou elle pourrait sentir qu'une dimension unique de son existence a été laissée de côté. Dans cette hypothèse, on devrait probablement se mettre en quête d'un autre concept nous aidant à différencier X de la majorité des autres lecteurs.
Supposons que X soit russe. Supposons également que la bibliothèque en question ne se situe pas en Russie. Cela fait une différence parce que la majorité des lecteurs de la bibliothèque ne seront pas des Russes. Par ailleurs, il y a de très nombreux Russes qui ne sont pas X. Tchaïkovski était russe, et Poutine l'est également. Le fait que tous les trois, X, Tchaïkovski et Poutine, soient russes, suggère qu'ils doivent partager quelque chose d'essentiel. Devrions-nous alors complimenter X pour la beauté de la musique de Tchaïkovski, ou lui en vouloir pour la politique agressive de Poutine? Ces deux attitudes semblent aussi injustes l'une que l'autre. Nous devons alors trouver un nouveau concept permettant de différencier X des deux autres Russes. Imaginons que X soit d'origine juive. Cela va distinguer X de la majorité de la population russe. Cette nouvelle identité, toutefois, permettra à certaines personnes de s'adresser à X d'une façon qui ne leur viendrait pas à l'esprit avec d'autres lecteurs. Vous les Juifs, vous êtes si intelligents. C'est génétique sans doute. Ou alors, pourquoi privez-vous les Palestiniens de leurs droits? Ne nous étonnons pas qu'X se plaigne d'une injustice. On peut l'imaginer disant « Merci, mais si je suis réellement une personne intelligente, j'aimerais croire que je ne dois pas uniquement à mon appartenance ethnique. Et pourquoi devrais-je, seulement à cause de mes racines, répondre de la politique oppressive d'un autre ?» C'est en ce point qu'on pourrait argumenter que les différences culturelles existent seulement au niveau des idées, et nullement dans la réalité. Que les notions d'appartenance ethnique et d'identité culturelle relèvent en fait d'une conscience erronée servant à masquer d'autres antagonismes plus profonds sur le plan matériel. C'est pourquoi X pouvait si aisément nier les conséquences déroulant du fait d'être affublé des concepts russes ou juifs. Il se peut qu'on découvre la vérité sur X en considérant les conditions économiques de son mode de vie. Supposons qu'X appartienne à la classe moyenne. Si tel est le cas, X semble nécessairement rattaché à des intérêts de classe spécifiques en conflit avec ceux de la classe supérieure et de la classe inférieure. Quelles que soient ses opinions au sujet de ses intérêts, X ne peut nier qu'il ou elle agit en accord avec sa vie quotidienne. On serait alors embêté d'apprendre que X situe son intérêt majeur dans l'absence de classe. Il semblerait que, tout en rêvant à la révolution, X ne souhaite pas réellement qu'elle arrive. À présent, la vie entière de notre lecteur apparaît mensongère. Pouvons-nous trouver un concept auquel X s'identifierait sans la moindre hésitation? Que se passe-t-il si l'on cherche du côté de l'existence en tant que réalité biologique, des questions d'appartenance ethnique et du genre? Où X pourrait-il ou pourrait-elle coïncider davantage avec soi que dans son propre corps? Confrontons X au fait qu'il est par naissance un homme blanc. C'est une chose que X n'a certainement jamais niée. Alors, nous pouvons lui demander quelles en sont les conséquences pour lui-même. À ce stade, X se met à raconter l'histoire des milliers d'années de domination des hommes blancs sur les femmes. Il fait également référence à l'oppression des autres races par l'homme blanc.
Il semble convaincu que la soi-disant histoire mondiale pourrait se résumer à la domination de l'homme blanc sur l'autre. Finalement, il établit que le patriarcat et le colonialisme ne se contentent pas d'appartenir à l'histoire, mais qu'ils ont été les forces créatrices du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bibliothèque incluse. Admettre qu'il est un homme blanc rend par force X responsable de la majeure partie des maux qu'il vient de décrire. Peu importe ce qu'il pense de ces problèmes, la suprématie et le statut dont X bénéficie dans la société patriarcale et eurocentrique font de lui un complice. Finalement, il apparaît que l'existence entière de notre lecteur n'est pas seulement erronée, mais aussi déterminée par la culpabilité. Observons ce que nous avons fait de X en l'identifiant successivement à chacun de ces concepts. X n'est plus un simple lecteur. En tant qu'intellectuel juif blanc, de classe moyenne, de naissance russe, il pourrait être blâmé pour une série quasi ininterrompue de faits d'oppression et de violence commis par les Blancs, ou les hommes, ou les citoyens de classe moyenne, ou les Russes, ou les Juifs, ou les intellectuels au cours de l'histoire. Il est stimulant d'imaginer l'ampleur de la domination supportée par le sujet, comme la seule conséquence du fait qu'il est dominé par cet ensemble de concepts. Mais il est encore plus remarquable d'envisager que le sujet lui-même ne peut savoir ce qu'est son soi sans recourir à un concept, et donc sans faire de soi quelque chose qu'il n'est pas. Il a été démontré qu'une réalité résistant à la pensée conceptuelle était impossible à atteindre. Alors nous ferions mieux de laisser X tranquille. Laissons-le profiter de son invisibilité virtuelle parmi les autres lecteurs de la bibliothèque. Ou mieux encore, laissons-le se dissoudre dans l'espace indifférencié qui sépare les gens des choses, tels que les livres ou les étagères.